Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Emmanuel Macron 2, deuxième quinquennat, changement de cap. On se pose la question aujourd'hui avec nos invités. Pas d'opposition claire dans cette nouvelle assemblée renouvelée. Une gauche forte, un score historique pour le Rassemblement national, des républicains qui s'en sortent plutôt bien. Résultat, une majorité toute relative pour ensemble la coalition derrière le chef de l'État. Alors comment l'exécutif va-t-il pouvoir gouverner dans ces conditions-là? Comment le président de la République, qui entame là son deuxième quinquennat, envisage-t-il les prochaines années? Quelle politique va-t-il pouvoir mettre en œuvre? Émission conçue avec notre partenaire de l'hebdomadaire Le 1 et son rédacteur en chef Julien Bisson à mes côtés. Bonjour. Bonjour Olivia. Ravi de vous retrouver en kiosque. Mercredi, un nouveau numéro de l'hebdomadaire. Peut-il vraiment présider? Ce il, c'est Emmanuel Macron, que vous avez dessiné en prestidigitateur. Oui, Oui. en prestidigitateur. Alors chacun pourra y voir soit un magicien capable de sortir des lapins de son chapeau, y compris dans des situations comme celle d'aujourd'hui, ou alors comme un grand illusionniste qui est devoir se confronter à cette fin des illusions. On va en discuter avec notre invitée aujourd'hui, Lucille Schmitt, essayiste, ancienne élue écologiste en Île-de-France, tendance donc écolo après avoir été socialiste, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique qu'elle a cofondé et surtout co-auteur aujourd'hui avec l'ancien directeur de la revue Esprit, Olivier Mongin, de Emmanuel Macron à contretemps, un ouvrage paru chez Bayard. En 2017, il avait en effet créé une attente, suscité une attente qui a laissé croire à un tsunami historique. Ce tsunami n'est pas arrivé avant de se montrer donc à contretemps entre les réformes qu'il avait programmées et les attentes sociales d'une société française fracturée, à contretemps entre sa pratique solitaire et verticale du pouvoir et le besoin de renouveau démocratique qu'il avait promis, entre les ambitions européennes aussi et sa politique sécuritaire. C'est toutes ces tendances que vous analysez dans ce livre. Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Avec votre co-auteur Olivier Mangin. Voilà pour cette législative, ce deuxième tour qui a eu hier et ce résultat qui est arrivé peu après 20 heures. Comment l'avez-vous, vous, interprété, Lucille Schmitt? Vous qui avez fait partie de ce jeu politique et qui aujourd'hui l'observez, quelle a été votre première réaction? Évidemment, d'abord le taux d'abstention, parce que m'étant présenté à plusieurs reprises aux élections législatives, je me rappelais qu'il y a cette espèce de trou d'air qui fait qu'il peut y avoir 20 points de différence entre une élection présidentielle et une élection législative. Et là, ça n'a pas manqué. Et la question de cette abstention qui a une nouvelle fois été plus forte que la fois précédente, puisqu'il y a 54% d'électeurs qui ne se sont pas déplacés, qu'on sait que c'est essentiellement dans les quartiers populaires, que c'est chez les jeunes, ça relativise tous les résultats, et notamment celle du camp pour lequel j'ai de la sympathie, le camp de gauche, qui, on le sait, a entraîné des jeunes et plutôt les quartiers populaires à la présidentielle. Ce qui n'a pas empêché la gauche de faire un très bon score, parce que ce qui ressort, à mon sens, c'est la détestation d'Emmanuel Macron dans cette élection législative. Je crois que la cristallisation sur le rejet du président de la République, qui a pratiqué cette verticalité, elle se lie à la fois dans les résultats du Rassemblement national, dans les résultats de la NUPES, dans la manière dont les gens se sont abstenus alors qu'il avait demandé sur le tarmac qu'on lui donne une majorité claire. Donc ce qui me semble là, c'est que dans cette élection législative, la question du rejet du président de la République et puis du rejet des institutions, elle est très présente. Et c'est évidemment une question qui nous est posée au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. Qu'avons-nous fait de notre démocratie? Vous qui êtes une femme de gauche, vous étiez favorable à cette coalition NUP-NUPES, à ce rassemblement des forces de gauche, où vous pensez qu'ils ont aussi noyé le paysage politique à gauche, qu'aujourd'hui on a des forces présentes d'ailleurs au Parlement, beaucoup plus indifférenciées qu'auparavant? Moi, j'étais favorable à la NUPES parce que je trouvais qu'il fallait faire quelque chose du score de Jean-Luc Mélenchon, quel que soit ce qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que la manière dont la gauche avait ressuscité, à mon avis, interdisait aux esprits chagrins de ne pas prendre la dynamique en marche, si je puis dire. Après, évidemment, il faudra regarder comment ceux qui ont été élus, qui pour nombre d'entre eux, lorsque les électeurs se sont déplacés, ils ont voté pour une étiquette, pour la résurrection de la gauche et pas pour des personnes. À partir du moment où le Parlement prend plus d'importance, l'Assemblée nationale prend plus d'importance dans notre vie démocratique, la question des personnes qui composent cette Assemblée nationale prend une importance différente. Autrefois, on votait, si je puis dire autrefois, c'est pas il y a si longtemps, mais en 2017, on a voté pour donner une majorité au président. Là, on a voté pour donner une opposition au président.
Et au fond, donner une opposition au président, avec ce qui s'est passé, ce tremblement de terre du score du Rassemblement national, ça pose la question des personnes, de comment est-ce qu'on peut s'entendre, des alliances, et donc ça change radicalement, me semble-t-il, la manière dont il faut considérer cette élection législative. C'est tout le problème, non, Julien Bisson, aujourd'hui, c'est que le président de la République, pour ce deuxième quinquennat, qui s'ouvre réellement aujourd'hui pour lui, va se chercher non seulement une majorité, mais aussi une opposition claire, en fait. Oui. Donc la question, peut-il vraiment présider et avec qui va-t-il pouvoir gouverner, présider? Quelles seront les forces? Contre qui et avec qui, en fait? Mais ce qui m'a frappé hier soir, c'est le fait que depuis le début de la Ve République, on a créé ces institutions de façon à ce que le fait majoritaire empêche la proportionnelle telle qu'elle a pu exister aujourd'hui, par le passé, et donc l'instabilité de la Quatrième République. Là, on se retrouve avec une assemblée qui est finalement assez représentative de la structuration des forces politiques dans le pays, alors même qu'on est encore dans ce fait majoritaire. Et donc, il va falloir en effet que le président se confronte aux fractures politiques profondes qu'il peut y avoir dans le pays. C'est aussi éloquent de la fracture sociale et donc territoriale de la France. C'est pas un hasard non plus si notamment le Rassemblement national a pu dépasser le plafond de verre contre lequel il se fracassait jusque-là. C'est aussi parce qu'il y a une fracture territoriale telle qu'il est maintenant capable d'être majoritaire sur certains territoires. Et c'est vrai que pour le président, se retrouver face à cet étau, parce qu'on est vraiment dans une situation où quand on voit l'hémicycle, on a l'impression d'un groupe central pris en étau entre deux oppositions, et deux oppositions dont la nature n'est pas du tout la même que celle des oppositions traditionnelles. C'est des oppositions radicales qui se sont construites sur l'anti-macronisme et avec lesquelles il aura du mal à trouver des compromis. Alors on a envie de poser à Lucille Schmitt la question que vous avez posée au politiste Olivier Rosenberg dans les colonnes du 1, apparaître mercredi, et on vous donnera sa réponse après. Faut-il craindre une opposition parlementaire immodérée ? On peut la craindre, mais on peut aussi imaginer qu'en situation, lorsque devenir député prend de l'importance, on se comporte différemment d'être juste un activiste ou un godillot. Et toute la question qui nous est posée, c'est au fond de regarder face aux propositions qui seront faites par le gouvernement, comment est-ce que ça réagit. C'est vrai que jusqu'à présent, au fond, c'était du théâtre, c'est-à-dire que c'était les bons mots, c'était l'interpellation, c'était le moment où on se mettait en valeur d'une façon où on n'avait pas en tête, en tout cas, la question de qu'est-ce qui va en sortir en termes de résultats. Et aujourd'hui, comme ce Parlement va être davantage sous les yeux des Français, sera observé par la société, lorsqu'on est observé par la société et lorsqu'on n'est pas seulement dans l'idée de faire un coup à la télé, est-ce qu'on se comporte différemment? Donc il y a tout un pari à faire sur la psychologie de ces députés, psychologie individuelle et collective. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, il se trouve que je connais un certain nombre de personnes qui ont été élues pour la NUPES, et aussi d'ailleurs pour Renaissance. Comment vont-ils se comporter maintenant qu'ils ont plus d'importance et qu'ils sont davantage pivots d'une vie démocratique? Moi, j'aimerais prendre le pari que notre vie démocratique va être en quelque sorte dynamisée par ce Parlement. Mais c'est vrai que s'ils se consacrent juste à leurs obsessions, par exemple à la question de l'égalité entre hommes et femmes, ou à la question de l'antispécisme, ou à la question du côté du Rassemblement national, de la lutte contre les migrants, est-ce que tout ça ne va pas donner, au fond, une espèce de cacophonie et le sentiment que nous sommes une société uniquement fracturée? À eux de montrer qu'on peut dépasser les fractures. Et vous savez, la question qui nous est posée, dans ce moment même de vote, lorsque vous discutiez avec des amis, avec des proches, vous aviez parfois l'impression que vous étiez dans des amitiés fracturées. Et ça, c'est quelque chose qui me marque. Comment est-ce que ce Parlement, cette Assemblée nationale, va contribuer, j'espère, à retirer de la force aux fractures, ou comment est-ce qu'elle va les accentuer? Je crois que c'est aussi une question qui nous est posée à nous, qui avons pu être électeurs, qui avons choisi ou pas d'aller voter. Voilà, et dans ce immodéré, dans cette opposition immodérée, tel que le qualificatif a été choisi ou retenu par l'hebdomadaire Le 1, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment un double sens. Immodéré dans le sens de modérer dans
le fond, à la recherche d'un consensus? Est-ce qu'on va aller à l'allemande, à la recherche d'un consensus permanent, ou au contraire dans une stratégie de l'éclatement et de l'opposition, de la fracturation? Et la question du rythme, de la temporalité qu'on va revoir avec vous, Lucile Schmitt, puisque le titre de votre essai était bien Emmanuel Macron à contretemps, voir si là il va saisir la temporalité et le sens du moment qu'on est en train de vivre. La question de savoir dans cet immodéré, Julien Bisson, s'il va y avoir au Parlement, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, une stratégie d'opposition, d'obstruction systématique qui empêchera les réformes telles qu'imaginées d'être menées aussi. Oui, alors il y a plusieurs hypothèses. Vincent Martigny en dessine 3 dans le 1 de cette semaine. C'est de ce Parlement suspendu où il y a une majorité relative, qui n'est pas la majorité relative qu'avait par exemple Michel Rocard, qui était très juste et sur laquelle il pouvait encore faire passer avec le 49.3 la plupart de ces textes. Là, il n'y aura pas de possibilité du 49.3 et donc on peut dessiner 3 hypothèses rapidement. Une majorité relative qui s'assume avec des débauchages de la part notamment des divers gauches, mais surtout du côté des LR, mais avec la question que pour les LR, c'est une question de survie. C'est-à-dire que si une partie du groupe rejoint la majorité présidentielle, eh bien c'est encore une fracture d'un camp qui est déjà largement fracturé. On peut avoir une majorité d'idées. Alors c'est vraiment au cas par cas sur certains textes que les plus consensuels pourraient avoir. C'est une majorité qui se retrouve, mais ce sera beaucoup plus difficile sur des textes comme la retraite, la réforme des retraites. On ne voit pas très bien dans le cas actuel comment est-ce que la réforme des retraites pourrait passer. Ou alors, en effet, une majorité des oppositions qui s'unissent d'une certaine façon dans une opposition frontale au gouvernement, mais dans ce cas-là, qui pourrait très vite être accusé d'obstruction, qui pourrait faire le jeu d'Emmanuel Macron, en tout cas qui pourrait lui donner des arguments en cas de dissolution dans 1 an ou dans 2 ans pour essayer d'avoir une majorité plus large. Est-ce qu'on est entré dans un vrai régime parlementaire aujourd'hui, Lucile Schmitt? Je ne suis pas sûre. Julien Bisson a raison de souligner qu'il n'y a pas de proportionnel, mais qu'effectivement, on est dans une Assemblée nationale avec presque un sentiment de proportionnel, mais ça ne signifie pas qu'il y ait le modus operandi ou la manière de faire du régime parlementaire. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué à faire alliance, on n'est pas habitué à faire coalition. Je rappelle qu'en Allemagne, vous parliez de l'Allemagne, on passe plusieurs mois à faire un accord de coalition avec 300, 400 personnes qui y travaillent, qu'on signe un texte de plusieurs centaines de pages et que ça a quelque chose d'engageant. Là, on se retrouve avec une Assemblée nationale où Emmanuel Macron a une majorité relative. Au sein de sa majorité relative, il a déjà 3 groupes parlementaires. Il a ce groupe Horizon autour d'Édouard Philippe qui va peut-être prendre une place pivot, si je puis dire, par rapport à... dont je rappelle qu'Édouard Philippe était quelqu'un qui était apprécié des Français, mais orienté à droite. Il a, au fond, ce Rassemblement national où Marine Le Pen a très peu parlé depuis l'élection présidentielle et son silence lui a permis de capitaliser. Donc c'est très intéressant aussi sur la manière dont la fonction tribunicienne, qu'elle a toujours assumée, mais là, elle s'est étrangement tue entre les 2 élections. En se taisant, elle a aussi réussi à représenter une France qui se tait, une France qui pense qu'elle n'a pas la parole. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et par ailleurs, elle a réussi à incarner d'une manière différente la question sociale et les gilets jaunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a au sein de cette Assemblée... donc une représentation des aspirations autour de la question sociale et peut-être une tentation d'aller plus à droite lorsqu'il s'agira de gouverner et d'avoir l'Assemblée avec soi. Comment est-ce qu'on fera entre le pays réel et le pays parlementaire et la représentation parlementaire? Tout ça ne fait pas une culture parlementaire parce que dans la culture parlementaire, le fait qu'il y ait un lien entre les élections et le Parlement, ça va de soi. Tandis que là, on se retrouve dans une situation où en fait, pour gouverner, peut-être qu'Emmanuel Macron devra être à contretemps de ce que le pays lui a signalé en termes d'importance des inégalités territoriales, des inégalités sociales, en termes de volonté que le partage du pouvoir soit effectif et qu'il n'y ait plus de présidence jupitérienne. Donc on pourrait se retrouver dans une situation schizophrénique. Donc tous les messages des élections pourraient être niés au motif qu'il faut gouverner. Moi, c'est ça que je retiens. Ce qui est quand même aussi étonnant, c'est qu'on n'avait pas imaginé un tel cas de figure. Et j'imagine, Julien Bisson, qu'avec l'équipe du 1, ce sommaire, ce journal que vous nous proposez, qui sera en kiosque ou dans les boîtes aux lettres à partir de mercredi, a dû être en partie refondé pendant la nuit, même si vous avez sûrement vu juste un certain nombre d'éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait
peu ou mal imaginé ce cas de figure-là, ça montre aussi tout ce qu'offre cette constitution de la Ve République. On pensait le jeu institutionnel complètement figé. On entendait le président de la République appeler à lui donner une majorité. C'était soit il avait une opposition, soit une majorité. On se retrouve maintenant avec un échiquier politique une fois encore rebrassé, renouvelé, et une Assemblée nationale qui, pour la première fois, va nous offrir des surprises dans sa manière de fonctionner. Vous avez posé la question à la juriste Vanda Mastor, faut-il réformer les institutions ? Est-ce que cette question, elle se pose encore pour vous aujourd'hui ? Oui, elle risque de se poser, notamment si en effet la pratique parlementaire n'arrive pas à passer le cap du défi qui est proposé. C'est vrai que c'est un peu rendez-vous en terre inconnue là en ce moment avec cette assemblée, et notamment avec une assemblée qui est largement renouvelée, avec de nombreux néophytes qui viennent de partis qui n'ont pas forcément d'ailleurs la culture de pratiquer, d'avoir des postes élevés. Et on sait que pour les néophytes à l'Assemblée, ça peut prendre beaucoup de temps pour avoir les us et les coutumes du Palais Bourbon. Et donc là-dessus aussi, il y a cette culture parlementaire dont parlait à l'instant Lucille Schmid. Ce sera intéressant de voir comment elle peut se mettre en place dans une Assemblée qui n'a pas forcément ces habitudes-là. Mais alors réformer comment, puisque la proportionnelle ne semble plus si nécessaire que ça aujourd'hui. Quelle est la réforme institutionnelle urgente qui se pose ? Et ça va être en débat à l'Assemblée à l'automne, je crois, justement, cette réforme. On va voir justement si, sans même passer par la réforme de la proportionnelle, le système français est capable de rentrer dans une culture du compromis, dans une culture qui sort de la culture de la conflictualité. Si, en réalité, cette Assemblée réussit à travailler, alors l'argument qui était celui qui était donné jusqu'ici, qu'il était impossible d'avoir de la proportionnelle parce que ça allait créer du blocage politique, eh bien cet argument aura beaucoup moins de force. Oui, il me semble que ce qui est très intéressant au-delà des institutions, c'est qu'à la fois la présidentielle, avec ce score imprévu de Jean-Luc Mélenchon, et ensuite aux législatives, avec cette construction de la NUPES et ce score imprévu du Rassemblement national, ce sont aussi les électeurs qui ont placé les institutions dans une situation inédite. Et donc, aux institutions, par leur plasticité, on a toujours dit que la Constitution de la Ve République était plastique et qu'elle offrait la possibilité d'être à la fois parlementaire et présidentielle. Aux institutions et aux acteurs qui ont la chance, si je puis dire, d'être dans les institutions, de montrer leur plasticité pour faire, je ne sais pas si on va dire du compromis, mais en tout cas développer leur ligne politique. Parce qu'il me semble que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est en situation de responsabilité, la ligne anti-Macron, elle doit être relativisée, si je puis dire. En tout cas, il faut porter ses propres propositions. Moi, ce que j'ai toujours regretté dans la séquence du mandat là, qui vient de s'écouler, et on en parle dans notre livre avec Olivier Mongin, c'est le fait que l'antimacronisme, et on voit bien qu'il a atteint une virulence très forte, a pu parfois se substituer à la capacité à incarner une opposition, je ne vais pas dire constructive, mais en tout cas créative, dans le contre-projet, dans la capacité à être contre-pouvoir, dans la capacité à proposer des choses qui peuvent être mises en œuvre dans une forme de rupture, de radicalité, mais de radicalité opérationnelle. On va passer d'une culture de l'interpellation et du verbe à, je l'espère, une culture de la proposition où le contre-projet politique pourra s'incarner à l'Assemblée nationale. Et ça me semble être un élément que les électeurs demandent. Je ne suis pas sûre qu'ils demandent juste de la colère. Je pense qu'ils demandent sans doute la possibilité, en tout cas, il me semble que c'est la responsabilité des nouveaux députés, d'incarner une vie démocratique qui soit, je l'espère, plus riche, plus porteuse d'espoir et qui permette d'aller au-delà de ce qu'on vient de dire sur les fractures. Dans cet essai, vous présentez Emmanuel Macron comme un grand mystère. Et la question est de savoir aujourd'hui si justement il va sortir du contretemps que vous analysez dans ce livre avec Olivier Mongin. Est-ce que cette assemblée renouvelée va peut-être permettre au président Macron de retrouver le bon rythme ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été pris lui-même à contretemps par deux de ses adversaires principaux. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui a mené une guerre de mouvements remarquable, et Marine Le Pen, qui, sans parler, en se mettant en retrait, dans une sorte de contretemps par rapport à la profusion de paroles dans laquelle nous nous trouvions, a réussi son pari. Ça me semble être important. Le contretemps, Emmanuel Macron, ce qui lui a toujours réussi, c'est plutôt la guerre de mouvement. Donc comment est-ce qu'il va dessiner les contours du quinquennat qui est devant nous, en dehors de la question européenne, en dehors de la question internationale? Comment est-ce qu'il va reprendre pied dans un pays qui lui a marqué une forme de rejet assez fort, me semble-t-il? Et puis, comment est-ce qu'il va réussir à ne plus être seulement à Paris,
Moi, je pense que si nous avons eu cette espèce de myopie par rapport à ce qui s'est passé autour du Rassemblement national, c'est que Marine Le Pen, elle fait 5% à Paris dans les élections, et que d'ailleurs, c'est une question qui nous est posée à tous. C'est-à-dire que, au fond, à Paris, on a à la fois le centre de tous les pouvoirs, y compris des pouvoirs médiatiques, des pouvoirs évidemment institutionnels, très largement. Comment est-ce que nous allons pouvoir, nous aussi, sortir de cette forme de myopie? Emmanuel Macron doit rebondir, dessiner une vision sur les enjeux écologiques, sur les questions sociales, sur sa capacité à réduire les inégalités, à ne plus être le président des riches. Ça, c'est des choses évidentes. Il reste à leur donner une tournure opérationnelle et à faire en sorte que les choses puissent être votées au Parlement, et donc à ne plus se satisfaire seulement des discours qui donnent le sens, qui donnent la vision, mais à entrer dans les actes très, très concrets, non seulement juridiques au Parlement, mais aussi dans les actes politiques. Personnage pirandélien en quête d'auteur, écrivez-vous Emmanuel Macron en référence à l'écrivain italien Luigi Pirandello. Il est aussi en quête de récit. Il va lui falloir un récit pour ce deuxième quinquennat. La question se pose de savoir lequel, vers quoi va-t-il maintenant? Quel récit va-t-il présenter? En tout cas, moi, ce qui me frappe, je voulais parler de Marine Le Pen, parce qu'il me semble que dans cette inscription historique, les difficultés auxquelles a eu à faire face Marine Le Pen lui ont donné une espèce d'épaisseur historique dont manque étonnamment Emmanuel Macron. Et ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais on voit bien que dans le récit du pouvoir, à la fois dans le récit personnel, dans l'inscription de l'histoire personnelle dans les institutions, il faut qu'Emmanuel Macron soit autre chose aujourd'hui que celui qui nous a pris en fait notre vote par surprise. Alors, il peut le faire évidemment sur la question européenne, mais il doit aussi le faire dans la manière dont il peut réconcilier notre vie politique française avec cette inscription dans l'ordre du monde. C'est un point qu'on développe beaucoup dans le livre et qui nous semble être un élément d'espoir. Lorsqu'Emmanuel Macron à la fois présidait le Conseil de l'Union européenne et était candidat, beaucoup lui en ont fait critique. Pour nous, avec Olivier Mongin, c'était une chance de réinscrire la France dans une vision européenne, dans une vision internationale, encore plus avec l'actualité ukrainienne. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces élections législatives, c'est qu'au contraire, on s'est retrouvé dans un truc assez nombrilique, où brusquement on ne parlait plus d'Ukraine, on parlait guerre d'Europe, et on parlait du thème du pouvoir d'achat comme si chacun voulait en quelque sorte se disputer le portefeuille des Français. Je crois qu'il est très essentiel pour Emmanuel Macron qu'il assume le fait d'inscrire la France dans cette historicité européenne et mondiale, mais que par ailleurs, il sache trouver dans les territoires des alliés, des incarnations qu'aujourd'hui il n'a pas. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'Hebdo Le 1. Oui, le récit qui va aussi devoir s'imposer pour Emmanuel Macron, c'est celui de sa pratique du pouvoir. Lucille Schmitt parlait tout à l'heure de présidence jupitérienne, et c'est vrai que c'était le grand terme, c'est ce grand héros de son premier mandat, non seulement Dieu, mais roi des dieux. Et j'avais été frappé, comme d'autres, que lors du premier Conseil des ministres du 24 mai, dans mon souvenir, il s'était présenté comme Héphaïstos, que ce deuxième mandat serait celui d'Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge, c'est celui qui forge les outils du consensus. Or, dans le mythe originel, Héphaïstos est boiteux parce qu'il est précipité de l'Olympe à sa naissance. Et c'est un peu à l'image de ce second mandat, qui est à peine né, déjà blessé, et donc déjà boiteux. Et boiteux aussi parce que Emmanuel Macron avait théorisé le « en même temps », on avance sur deux jambes, la droite et la gauche. Et aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui que lors de son premier mandat, sa jambe droite risque d'être beaucoup plus grande que sa jambe gauche. Et là aussi, on avance vers un second mandat qui s'annonce beaucoup plus boiteux, à voir s'il sera capable d'arriver à ne pas être trop déséquilibré. Il y a aussi un élément, juste pour rebondir, mais qui est important, c'est que lorsqu'il est élu, il annonce très vite ce Conseil national de la refondation, c'est-à-dire que en parallèle, en même temps, si je puis dire, avant même les élections législatives, il annonce au fond une nouvelle instance, une nouvelle institution, de la même manière qu'il avait fait la Convention citoyenne pour le climat, qu'il avait fait le grand débat, etc. Et donc cette difficulté, me semble-t-il, à coller aux institutions de la Ve République, à les remplir de sens et à imaginer comment l'ensemble de ces institutions importent, et pas seulement la présidence de la République, en créant en permanence sans doute des initiatives
initiatives intéressantes. C'est pas moi qui vais dire du mal de la Convention citoyenne pour le climat. Mais ensuite, en nous installant dans une situation de déception permanente par rapport à la façon dont ces initiatives, ces expérimentations s'inscrivent ensuite dans une continuité, justement dans une vision et un projet qui soit un projet de long terme, alors même qu'on y traite de sujets graves, qu'on y traite de sujets qui déterminent notre capacité à vivre ensemble et à vivre dans le monde tel qu'il va devenir pendant 50 ans. Cette capacité à gadgetiser au fond des sujets graves, vous savez, c'est quelque chose qui, à mon avis, explique le profond malaise démocratique. Qui crée de la déception. Qui crée de la déception et un malaise. Je pense aussi à la façon dont, dans le quinquennat précédent, François Hollande avait, avec une certaine naïveté, imaginé qu'on pouvait théoriser sur la façon dont on pouvait déchoir de leur nationalité les étrangers pour cause de terrorisme. On est dans une situation où on gadgetise des sujets profonds, graves, et du coup on se retrouve face à une société confuse et qui ne connaît plus les réponses et qui ne veut plus accéder à l'idée qu'elle est représentée par le président de la République et par ceux qui sont élus. Vous avez évoqué, Julien Bisson, Jupiter et Phaistos, ce glissement, en tout cas, du président Macron. Vous avez aussi analysé, Lucille Schmitt, avec Olivier Mongin, cette verticalité du pouvoir. Et Olivier Mongin, dans les colonnes du 1, qui paraîtra mercredi, revient sur la nécessité aujourd'hui de rétablir la confiance, telle qu'il le dit, Olivier Mongin, par des médiations, de retrouver des plus-values d'autorité. La verticalité, écrit-il, ne peut pas faire autorité. Or, on est dans une demande d'autorité. Bon, ça aussi, là encore, il y a un équilibre visiblement très complexe à trouver. Je vous propose juste d'écouter à ce sujet les mots de l'intellectuel François Doss, qui a publié Macron, les illusions perdues, dans lequel il raconte à la fois la confiance qu'il a investie dans le jeune président en 2017 et sa déception au fil du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il prêchait pour davantage d'horizontalité sur le plan politique. Il voyait bien qu'il y avait un besoin, un désir de délibération, de participation, comme dirait le général de Gaulle. Eh bien là, manifestement, je dis banalité, quand je dis, mais je découvre des choses effrayantes sur la verticalité de son pouvoir jupitérien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Mais même la constitution de la Ve République n'est même pas respectée. Vous savez très bien que la constitution de la Ve République date de 58. En 58, la constitution stipule que, par l'article 20, que c'est le gouvernement qui dirige la politique de la nation. Or, depuis le début de ce quinquennat, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président. Voilà, alors sur cette question de la verticalité, de l'horizontalité du pouvoir, est-ce que cette assemblée, on aurait tendance à le croire, cette assemblée désormais fragmentée avec plusieurs forces et équilibres en son sein, va pousser, inciter à un exercice du pouvoir plus horizontal, justement, pour vous, Lucille Schmitt? Ce que je pense, c'est qu'elle va nous obliger à réfléchir à ce qu'on appelle les contre-pouvoirs dans les manuels de droit constitutionnel et ce que les Anglais appellent checks and balances, c'est-à-dire à nous obliger à réfléchir à comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on interagit. Et Olivier Mongin le dit bien dans l'entretien au 1, cette question du décalage entre verticalité et autorité est importante. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il y ait autorité, être reconnu par le peuple. On ne décrète pas l'autorité. Et au fond, l'une des difficultés sans doute d'Emmanuel Macron, c'est qu'en imposant la verticalité, il a pensé qu'il ferait autorité par lui-même, alors même que nous voyons bien que c'est au sein des institutions que se construit l'autorité et qu'elle implique donc un exercice collectif du pouvoir. Ça a été rappelé par François Doss. Donc cet exercice collectif du pouvoir pourra-t-il avoir lieu où chacun se cantonnera-t-il à l'idée qu'il représente mieux que les autres une fraction de la société qui l'a élu, en rappelant encore une fois que, étant donné le montant, le niveau de l'abstention, 54%, il représente une fraction, somme toute, assez limitée de la société. Comment est-ce que tout cela réussira à faire projet collectif, éventuellement? Comment est-ce que cette accumulation de contre-pouvoirs irréductibles entre eux, parce qu'on imagine assez mal la NUPES travailler main dans la main avec le Rassemblement national, on l'imagine aussi assez mal travailler avec Ensemble, et on imagine assez mal, en fait, Ensemble travailler avec les autres, parce que d'une certaine manière, ceux qui ont été élus pour Emmanuel Macron avaient jusqu'à présent une qualité essentielle, la loyauté à Emmanuel Macron. Donc comment est-ce que tout cela va travailler dans l'idée que la loyauté au chef,
Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, j'ose dire ce genre de choses. Du côté des Républicains, c'est un petit peu plus flou. Comment est-ce que tout cela va réussir à travailler ensemble, alors même que jusqu'à présent, c'était justement une sorte de verticalité assumée de l'ensemble des groupes. C'est-à-dire que la verticalité d'Emmanuel Macron répondait à une verticalité dans l'ensemble du pays. Moi, lorsque j'ai été élue, ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les institutions françaises, il y avait une verticalité. À chaque fois, on me disait, tu dois obéir au président. Lorsqu'on était élu régional, il fallait obéir au président ou à la présidente. Lorsque vous êtes élu municipal, vous devez obéir au maire ou vous êtes opposant au maire. Et donc cette verticalité qui existe dans l'ensemble de la culture du pouvoir française et qui n'existe pas effectivement en Allemagne, par exemple, qui est l'exemple qui nous vient à l'esprit, mais on pourrait sans doute en trouver d'autres, peut-être la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, pour oser un exemple exotique. Eh bien, tout cela, comment est-ce qu'on va se départir, nous aussi, de notre réflexe de verticalité pour oser des alliances parfois improbables et surtout une discussion et une argumentation. Je pense que, par ailleurs, notre vie politique est aujourd'hui marquée par le règne de l'anathème, le règne de la théâtralité, et que cette question de l'argumentation des positions et de la capacité à se dire qu'on n'est pas un traître ou une traîtresse parce que peut-être on tend la main, c'est quelque chose qui doit travailler des réflexes politiques nouveaux. Julien Bisson. Est-ce que vous pensez, Julie Schmitt, que justement, trouver une nouvelle culture parlementaire, trouver une culture du débat, du compromis, ça peut aussi convaincre la population du bienfait de certaines réformes? Est-ce que ça peut encourager une approbation de ces réformes et de la chose politique en général? Et rétablir un peu le lien de confiance avec la démocratie aussi, hein. Moi, je le pense assez profondément. Après, j'observe que jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé en termes de recomposition a été davantage soit du débauchage individuel, soit cette capacité qu'a eu Emmanuel Macron du dépassement de la gauche et de la droite, mais souvent en allant faire du débauchage ou en profitant, au fond, quand même, du fait que François Fillon était démonétisé. Donc, à partir de là, la question de l'argumentation et la capacité à discuter, à débattre, me semble être effectivement fondamentale. Je pense que par ailleurs, c'est quelque chose qui devrait être aussi organisé hors du Parlement. C'est-à-dire que la capacité à faire de la vie parlementaire hors les murs, la capacité qui avait été représentée au moment de la discussion sur la loi climat, par exemple, de la vraie loi climat par certains députés d'opposition, toute cette capacité à faire le lien entre une démocratie représentative et une démocratie plus délibérative ou plus proche des personnes, c'est quelque chose d'essentiel. Et comment est-ce qu'aussi les parlementaires vont retrouver le lien avec, par exemple, les municipalités, les collectivités locales. Vous savez, on n'a plus le droit donc de cumuler les mandats et du coup on nous explique que c'est un gros problème démocratique. Sauf si les gens se parlent. C'est-à-dire qu'arrêter de cumuler le fait d'être député et maire, ça veut dire être obligé, quand on est député, d'aller parler à des maires ou à des élus municipaux ou à des élus régionaux. Et ça ne s'est pas passé ainsi. Au contraire, on voit encore des redondances dans les politiques menées parce qu'il y a une culture de la concurrence. Je crois que l'aspiration à davantage de coopération, elle existe dans la société. Simplement, peut-être que ce sont les abstentionnistes qui nous le disent, parce qu'eux, ils se sont dit, au fond, on n'a pas envie d'aller voter pour un camp. Vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui, Lucille Schmitt, en tant qu'observatrice, où là, en une seconde, il y a un micro-regret à vous dire qu'il y a quand même une nouvelle page, une nouvelle aventure qui s'ouvre, et vous auriez peut-être bien aimé en être. Je ne me sens pas observatrice, en fait. Je me sens profondément actrice parce que je suis très engagée sur les enjeux d'écologie, parce que j'écris. Et il me semble que la démocratie ne se réduit pas aux élections, même si j'accorde de l'importance aux élections. J'ai au contraire très envie que notre vie démocratique, en quelque sorte par capillarité, ressuscite au-delà de ceux qui ont été élus, même si, évidemment, je souhaite qu'ils réussissent. Merci beaucoup à vous, co-autrice avec Olivier Mangin de Emmanuel Macron à Contretemps, paru chez Bayard. Merci Julien d'avoir été avec nous. Le 1 sera en kiosque mercredi. On a un tout petit peu défloré le sujet, mais enfin, je vous invite quand même à le lire. Peut-il vraiment présider? Il s'agit d'Emmanuel Macron, bien sûr, avec de nombreuses contributions. Merci beaucoup à tous les deux. Henri Leblanc avec Lila Bozis pour la Grande Table Culture aujourd'hui. Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. À la réalisation, Louis-Valentin Faury et François Richer. Merci beaucoup à eux et Alex Dang à la technique.